bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Medpace en tant que potentielle opportunité d'investissement sur le long terme. Donc le plan de cette vidéo se déroule comme présenté ici. Il va d'abord y avoir une présentation, je vais vous faire une petite présentation de la société, de son processus, comment est-ce qu'elle génère du cash. On va ensuite faire une revue complète des fondamentaux. On va passer en revue les concurrents. On va faire un balayage très rapide du rapport annuel et une belle revue des risques pour l'entreprise et pour l'investisseur. Et enfin, on va terminer par une interprétation du contexte économique dans lequel évolue la société. Alors, Medpace est une entreprise qu'on pourrait appeler de CRO ou de Contract Research Organization. Donc, elle est spécialisée dans les essais cliniques pour l'industrie biopharmaceutique. Et elle a pour principaux clients des entreprises pharmaceutiques donc, et des biotech. Donc, de petites, très petites ou moyennes capitalisations. C'est, on va dire, son cœur de cible au niveau de son business. Donc, comment est-ce qu'elle fait du cash? On va avoir une biotech qui arrive et qui souhaite tester un de ses médicaments. Donc, par exemple, tester les potentiels effets secondaires qu'il pourrait y avoir sur son médicament. Medpace va designer l'étude et ensuite faire un chiffrage et proposer ce devis-là à la biotech. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces essais cliniques sont extrêmement longs. Bien souvent, les essais partent pour 1 an et peuvent même durer 2 à 3 ans. Donc, ce qui se passe, c'est que Medpace définit des jalons de paiement et des étapes de réalisation des essais cliniques. Et en fait, à chaque étape de réalisation de l'essai, il va y avoir un paiement qui sera déclaré. Et donc, une fois que le contrat a été écrit, que les jalons de paiement ont été définis, que l'étude a été designée, Medpace peut procéder aux essais cliniques et tester le médicament qui a été proposé par la biotech sur des patients réels. Donc à ce moment-là, on administre les doses aux patients, on leur fait prendre le médicament, on enregistre les données et on dresse des statistiques et des rapports. Et donc le livrable final qui est délivré au client est un rapport d'essai qui comporte des données. Je vous ai dégrossi très clairement le business, mais c'est franchement plutôt représentatif de ce qui se fait. On va maintenant passer à l'analyse des fondamentaux. Donc Medpace a une capitalisation boursière qui avoisine les 8,5 milliards de dollars, ce qui la positionne en tant que mid-cap. Donc Medpace s'est toujours négocié à des prix très élevés, parce que c'est une entreprise qui performe extrêmement bien, on va le voir juste après. Et aujourd'hui, elle est à un PER, elle est proposée à un PER qui est quand même historiquement bas, qui est d'à peu près 20. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'y intéresse, c'est-à-dire qu'elle commence à être proposée à un prix qui peut être relativement intéressant. Elle a une croissance de son bénéfice par action de 360% en 5 ans, ce qui fait une croissance annualisée qui avoisine les 35-36% par là. On est sur des niveaux qui sont spectaculaires, hein. On est en mesure de se demander si cette croissance perdurera sur le long terme. Pour l'instant, il s'avère qu'elle a réussi à tenir ce rythme-là sur même plus de 5 ans, parce que là, je vous passe une période, tout simplement, les tendances ont évolué et qu'il ne serait, on va dire, pas représentatif de prendre la croissance du bénéfice par action de Medpace quand le bénéfice par action avoisine les zéros. Ça représenterait un chiffre beaucoup trop démentiel et qui ne serait pas représentatif de la réalité voisine, dans un horizon de temps proche d'une autre, j'entends. La croissance du chiffre d'affaires est de 550% en 10 ans, ce qui fait une croissance annuelle de 20% par an sur les 10 dernières années. Et on a une croissance de 144% en 5 ans, ce qui correspond à une croissance de 19% par an sur les 5 dernières années. Donc tout ça pour dire que la croissance perdure et que la croissance observée sur les 10 dernières années perdure également sur les 5 dernières années. Donc c'est toujours une croissance spectaculaire qui est d'actualité. On a un free cash flow qui est très propre, qui est très constant. Alors pour moi, que le free cash flow ne soit pas constant et qu'il y ait des baisses, c'est pas du tout rédhibitoire, ça peut même paraître normal dans certaines situations. Il suffit en fait de se pencher sur le compte-rendu annuel et sur les investissements qui sont faits pour pouvoir éventuellement expliquer les fluctuations d'un free cash flow. Ici, le free cash flow est très sain, il est impeccable. On observe ici, donc le free cash flow, c'était la courbe en bleu que vous avez juste au-dessus. Et vous avez en jaune, juste en bas, les rachats d'actions. Donc on peut voir que Medpace rachète effectivement ses actions, donc à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars, mais on voit que c'est pas régulier. Donc Medpace semble profiter, et c'est le cas d'ailleurs, semble profiter du faible cours de son action pour pouvoir racheter massivement, et en l'occurrence ne rachète pas ses actions quand son cours est trop élevé. Donc ce sont des achats opportunistes, et c'est une stratégie qui se défend. Les marges de Medpace sur les 8 dernières années sont très belles, elles sont magnifiques, il y a une croissance, il y a une direction qui est donnée pour faire croître ces marges de manière saine, et on peut voir qu'elle a une dette de 150 millions de dollars. Donc 150 millions de dollars, c'est extrêmement faible au regard de son free cash flow et de son résultat net.
Et je dirais même, parce que moi j'ai regardé le rapport annuel, que ces 150 millions de dollars ne sont pas représentatifs de sa dette réelle, parce qu'elles sont simplement dues à une subtilité comptable relative aux droits de location, qui figurent au final dans les dettes, mais qui ne sont pas représentatifs réellement de la dette qu'a contractée Medpace. Donc l'entreprise, la dette qu'elle a, c'est zéro. Du moins la dette long terme. Attention au fonds de roulement, Medpace a un fonds de roulement et a des dettes court terme qui sont relativement élevées. Tout simplement, alors je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, Medpace récupère des paiements upfront avant chaque début d'étude pour pouvoir initier les frais qui vont être engagés pour le début de l'étude. Lorsqu'une biotech vient avec des travaux à confier à Medpace et signe un contrat, elle paye Medpace en avance, sur une partie en tout cas du contrat. Et à ce moment-là, Medpace comptabilise ses résultats, ce qui fait exploser son free cash flow. Donc attention ici, il y a des paiements upfront qui modifient faussement le free cash flow. C'est pour ça que pour moi, pour cette entreprise-là, le free cash flow n'est pas très représentatif parce qu'il fluctue beaucoup suivant les paiements upfront que Medpace récolte. Donc peut-être un peu plus se fier au résultat net pour celle-ci. Je tiens à dire au passage, petite remarque relativement amusante, vous avez en vert ici le cash que Medpace stocke, donc la courbe ici en verte sous ma souris, et vous avez l'évolution du rachat d'actions ici. Et ce qui est marrant, c'est que les courbes sont directement inversement corrélées. Donc quand Medpace se vide de son cash, on voit qu'elle explose son rachat d'actions. Et là, on voit qu'aujourd'hui, à partir de 2025, son cash a commencé à diminuer et là, elle commence à se faire plaisir sur son rachat d'actions. Donc là, on va le voir juste en bas. Je passe sur les ROCE, ils sont délirants. Pour moi, c'est franchement impeccable. Je me suis pas penché sur la représentativité de ces chiffres. Ça aurait peut-être mérité que je le fasse, mais les ROCE sont vraiment exceptionnels ici. Donc ROCE, Return on Capital Employed. Donc là, les rachats d'actions, c'est ce qu'on voit ici. Medpace rachète ses actions de manière irrégulière, mais par contre, quand elle en rachète, elle fait pas semblant. Donc, c'est-à-dire que sur un horizon de quelques mois, il peut y avoir une totalité de rachat d'actions de 15% par exemple. Et donc, tout ça pour dire que le nombre d'actions en circulation de Medpace a diminué de 30% en 10 ans. Ce qui est très bon, et donc ce qui est un très bon retour de valeur vers l'actionnaire. Et d'après ce que je vois, Medpace ne distribue pas de dividendes. Petit retour sur les marges, je voudrais aborder un petit point. Donc je pense que vous en doutez, quand il s'agit de tester des médicaments qui ne sont pas encore mis en circulation, il y a des risques qui peuvent être potentiellement élevés. Il y a un organisme aux États-Unis qui régule un petit peu et qui chapeaute les essais cliniques et la mise en circulation de nouveaux médicaments, qui s'appelle la FDA, pour la Food and Drug Administration. Et donc cet organisme-là récupère les datas que Medpace génère depuis les contrats qu'elle passe avec les biotech. Si toutefois la biotech a pour objectif de mettre en circulation un médicament sur le sol américain. Ce qui est bien souvent le cas quand elle fait passer ces études-là chez Medpace. Et donc en fait, à l'entrée, il y a une très grosse barrière réglementaire. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas monter du jour au lendemain une entreprise aussi solide que Medpace pour faire passer des essais cliniques et intervenir sur un processus de validation de médicaments. En tant qu'entreprise de service, je pense que ces marges peuvent continuer à croître, tout simplement parce que Medpace grignote de plus en plus de parts de marché et que sa réputation croît également. Et dans son rapport annuel, Medpace annonce que son principal moat et que ce qui lui permet de se distinguer de ses concurrents, c'est tout simplement qu'elle offre un full service, donc de la phase 1 à 4. Alors à la base, tout simplement pour la petite histoire, quand une entreprise souhaite faire valider un nouveau médicament, il y a 3 phases plus une complémentaire. Donc il y a, je ne sais plus dans le détail, mais il va y avoir la phase de la tolérance du médicament sur les patients, la phase des effets secondaires, il y en a une autre, une dernière, puis un suivi au final, un suivi sur le long terme des patients. Et donc en fait, Medpace propose tous ces services-là, un service complet, ce qui permet aux biotech de n'avoir affaire à qu'un seul prestataire, ce qui est relativement, on va dire, agréable pour ces petites entreprises-là. Parce qu'en tant que petite biotech, de petite ou de moyenne capitalisation, on va dire que les fonds de ces entreprises-là sont relativement limités et qu'on va dire que leur capacité de suivi et leur capacité administrative et de gestion sont, on va dire, un peu plus limitées. Donc, Medpace se positionne parfaitement pour proposer des services absolument complets et proposer une expertise aussi réglementaire, bien cadrée et impeccable à ces petites et moyennes biotech. Donc j'ai parlé un petit peu de la partie administrative qui serait soi-disant gérée par Medpace pour les petites biotech. C'est pas négligeable, c'est-à-dire que Medpace dresse aussi des rapports et échange constamment avec la FDA, la Food and Drug Administration, pour pouvoir, on va dire, accélérer et faciliter la mise en service des médicaments.
Donc depuis tout à l'heure, je vous parle de la FDA, donc qui est l'organisme envers lequel les biotech et MedPace rendent des comptes pour pouvoir mettre en service leurs nouveaux médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CEO de MedPace, que vous voyez ici, donc August J. Trendle, est un ancien cadre de la FDA, justement. Il y a travaillé avant de fonder MedPace. Cette personne-là que vous voyez à l'écran, c'est un ancien cadre de la FDA. Il a un doctorat en médecine et de mémoire un MBA aussi, si je dis pas de bêtises. Donc il est CEO de MedPace, mais c'est aussi lui qui a fondé son entreprise. Donc très clairement, il est impliqué dans cette affaire-là. C'est pas n'importe quoi pour lui. Je pense que son entreprise, c'est un petit peu son bébé. Et autant dire qu'en tant qu'ancien cadre de la FDA, il a potentiellement le bras long et accès à quelques informations, on va dire, en avant-première, plus ou moins. Ça, c'est que de la spéculation, je n'en sais rien. Mais je suppose et je pense que c'est pas déconnant de penser ça. Je sais qu'il a un gros background au niveau de l'aspect réglementaire, bien sûr, parce que la FDA, c'est que ça, ou presque que ça, et que potentiellement, on peut légitimement supposer qu'il a gardé quelques contacts, si vous voyez ce que je veux dire. Donc un médecin entrepreneur, comme on aimerait en voir plus souvent. Donc maintenant, concernant les concurrents de MedPace, je ne vais pas vous mentir, j'ai regardé, j'ai pas trouvé d'équivalent en termes de qualité de fondamentaux, tout simplement. Ce sont probablement, et peut-être ça n'empêche pas, hein, ce sont sûrement des entreprises qui pèsent, mais je pense qu'elles se positionnent sur des secteurs qu'on va dire qui sont un petit peu différents de ceux de MedPace. Elles toucheront peut-être un petit peu moins les biotech de petite taille, mais plus les grosses entreprises pharmaceutiques. J'ai eu du mal à avoir des informations dessus, mais ce que je peux dire, c'est que les concurrents de MedPace ont une activité beaucoup plus importante à l'étranger, à l'inverse de MedPace où son chiffre d'affaires, les 98% des résultats qu'elle génère, sont localisés aux États-Unis. Donc pour conclure sur les concurrents, je n'ai personnellement rien trouvé qui soit digne d'intérêt pour un investisseur long terme au regard des fondamentaux qu'elle dégageait. MedPace reste donc pour moi, pour un investisseur long terme, avec ses fondamentaux, l'entreprise dans ce secteur qui est la plus intéressante. On va maintenant passer sur un balayage rapide du rapport annuel et une revue des risques pour l'entreprise et également l'investisseur. Donc premier risque, alors ce qu'il faut savoir, c'est que MedPace a des responsabilités éthiques. On ne rigole pas avec ça. Je vous rappelle que c'est quand même particulier d'investir dans ces entreprises-là. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui recrutent des patients et qui testent des substances sur ces patients-là. C'est pas rien, il en faut. Mais dites-vous que si un de ses clients, une biotech, fait faillite, MedPace a une responsabilité éthique pour poursuivre le traitement à ses frais. C'est-à-dire que MedPace, parfois, reçoit des patients sains et fait des tests sur des patients sains. MedPace reçoit aussi des patients qui sont mourants, qui sont extrêmement souffrants et pour lesquels des traitements n'existent pas, parfois. Et il se trouve que sur ces patients-là, parfois, sont testés des nouveaux médicaments. Dites-vous que si une biotech fait faillite, qu'elle n'est plus en mesure de payer MedPace pour les futures étapes de l'étude. À ce moment-là, MedPace devra continuer, parce qu'éthiquement, c'est comme ça, et je pense que c'est une bonne chose, devra continuer le traitement à ses frais pour pouvoir terminer tout ce qui était prévu au niveau des traitements du patient. Donc c'est un risque, et il est à prendre en compte. Deuxième risque, qui apporte aussi son lot de positivité, on pourrait dire. Le CEO de MedPace est très fortement impliqué dans sa boîte, comme je l'ai dit. C'est lui le fondateur. Et il détient aujourd'hui, indirectement ou directement, entre 20 et 30% de toutes les actions de MedPace en circulation. Alors pourquoi c'est un risque? Pour vous donner un exemple concret et très simple, quand Elon Musk a fait son annonce sur Twitter qu'il allait vendre la moitié de ses parts de Tesla, il détenait à la base 20% de la totalité des actions Tesla, ce qui a fait chuter le cours. Donc tout simplement pour dire que lui, le CEO de MedPace, a une influence considérable sur le cours et sa voix peut se faire entendre très rapidement. On se note également que cette personne-là touche beaucoup de rémunération en actions et également de stock options. Donc sa position sur MedPace pourrait continuer de croître et donc son influence également. Et donc le poids que le CEO a pourrait par exemple se manifester par un empêchement d'un rachat d'actions ou bien un empêchement d'une fusion qui aurait pu par exemple profiter à l'investisseur minoritaire en lui proposant par exemple un rachat d'actions à un prix très intéressant. Et donc le CEO pourrait très clairement s'opposer à ça en bloquant une très grosse partie des actions, ce qui bloque totalement le rachat par une entreprise extérieure. Tout n'est pas blanc ni noir, hein. C'est-à-dire que ce blocage pourrait par exemple s'interpréter comme étant quelque chose de si positif, parce que ça empêche l'entreprise de se faire acheter par n'importe qui. Donc si vous êtes investisseur dans cette société-là, il faudrait surveiller la pondération des actions et l'influence que le PDG a sur la société pour vous assurer que ça ne vous pénalise pas trop. Donc ça, je n'arrive pas à le retrouver dans le rapport, là je regarde mes notes. Je me suis noté aussi qu'il y avait quelques petits risques de conflit d'intérêts. Donc c'est-à-dire que le PDG, August Trundle, est investi à quelque part dans quelques entreprises clientes de MedPace.
Donc les entreprises qu'il détient partiellement font appel à Medpace, pour lesquelles il est actionnaire majoritairement. Et donc il y a une petite partie du chiffre d'affaires de Medpace qui est due à ces entreprises-là, dans lequel il est positionné actionnairement. Donc une fois que ça c'est dit, il s'agit tout simplement de s'assurer que la part que représentent ces entreprises-là dans le chiffre d'affaires de Medpace est petite. Ce qui est le cas ici, je vous rassure. On est sur une représentation de ces entreprises-là qui est de l'ordre de 2,4% du chiffre d'affaires de Medpace, ce qui est très faible et ça doit rester faible. C'est toutefois un point qui est à surveiller, afin de s'assurer que le chiffre d'affaires de Medpace et que les revenus qu'elle génère ne sont pas des revenus, on va dire, artificiels, motivés par des contrats passés par une seule et même personne d'une entité à l'autre. Donc je vous le dis tout de suite, pour moi, ça c'est pas rédhibitoire, même si ça peut paraître très bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même du bon sens. C'est une très petite partie du chiffre d'affaires. On a une personne donc qui est un médecin entrepreneur qui a quelques participations dans d'autres boîtes à côté, qui connaît la qualité de service et de prestation de l'entreprise pour laquelle il travaille, dans laquelle il est le CEO. Et donc il fait tout simplement appel à cette société-là parce qu'il sait que les services sont à la hauteur. Donc je me le suis noté comme point à surveiller et vous devriez le faire aussi si jamais vous achetez des actions de cette société. Donc les entreprises externes pour lesquelles le CEO de Medpace détient des parts et passe des contrats avec Medpace même sont Lib Therapeutics et SynRx Pharma. Donc voilà, ici vous avez les 4 descriptions de phases de tests qui sont exercées par Medpace pour tester les médicaments. Et il y a notamment un risque que j'avais envie de mettre en valeur ici, c'est tout simplement que Medpace effectue aussi des tests sur des clients qui sont sains. Et il faut tout simplement ne pas oublier qu'il y a des risques médicaux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des erreurs et il peut y avoir des traitements qui sont relativement brutaux qui peuvent être administrés aux patients, par erreur par exemple. Ou bien si tout simplement il y a des effets secondaires graves à la suite de l'administration des traitements. Un autre risque également, risque qui peut s'avérer soit positif, soit négatif. Alors, négatif dans le sens où c'est encore une fois un conflit d'intérêts, dans le sens où le CEO de Medpace possède les bâtiments qui sont loués par Medpace, du moins en partie. Medpace détient son siège principal, mais Medpace paie des loyers au CEO de Medpace pour louer 3 bâtiments qui sont à proximité du siège. Et donc Medpace verse l'équivalent annuel de 11 millions de dollars, de mémoire, je dis ça de mémoire et je crois que c'est à peu près ça, au CEO de Medpace, sous forme de loyer. À noter toutefois que, bien sûr, ce sont des transactions qui sont surveillées et ce comité d'audit surveille que les transactions sont représentatives d'un marché ouvert et concurrentiel. Autrement, ce serait trop gros, bien sûr. Et là, je vous aurais dit de fuir. Donc encore un point à surveiller, bien sûr. Donc voilà, là je pense qu'on a balayé pas mal de risques. On passe maintenant à la dernière partie qui est l'interprétation du contexte économique dans lequel évolue la société. Là je pense que ça va être rapide également, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir. Donc vis-à-vis du fonctionnement du développement des nouveaux médicaments, donc il y a quelques particularités à savoir. Donc les biotech peuvent parfois mobiliser des fonds relativement colossaux pour le développement des médicaments. Et ça prend bien souvent beaucoup de temps. Ce qui fait qu'une fois qu'un médicament est accepté, si jamais il est accepté, et mis sur le marché, il va bien falloir que la biotech rentabilise toutes les dépenses qu'elle a engrangées pour développer et valider son médicament. Et donc pour ça, au niveau de la vente, les biotech et les entreprises pharmaceutiques qui ont développé des médicaments bénéficient d'une durée de 9 à 12 ans, je crois. Je crois que de mémoire, c'est cet ordre de grandeur-là, de 9 à 12 ans, pour pouvoir vendre leurs médicaments à prix libre. Donc comme ils l'entendent, pour pouvoir générer de gros profits et pouvoir faire face aux grosses dépenses qu'ils ont engendrées pour le développement de leurs médicaments et la validation de leurs médicaments. Donc pour remettre tout ça dans un contexte économique, vous avez par le passé l'assurance santé aux États-Unis qui s'appelle Medicare, qui peut parfois décider de réduire ou d'augmenter les périodes de prix libre qui permettent donc à la base aux biotech et aux entreprises pharmaceutiques de vendre leurs médicaments à prix élevé afin de générer de gros profits et donc de rentabiliser tout le développement qu'il y a eu sur ce nouveau médicament. Donc si la durée de la période de pratique de prix libre diminue, il peut y avoir donc une plus faible rentabilité des entreprises qui ont développé les médicaments et il y a donc une plus grosse prise de risque sur la recherche et développement et les fonds engagés pour effectuer de la recherche et développement, ce qui fait que les demandes de validation de nouveaux médicaments envers Medpace peuvent se réduire dans ce cas-là. Il faut donc surveiller les contraintes imposées par l'assurance de santé publique aux USA, parce que si des contraintes de prix sont imposées, alors il y aura un impact sur l'activité de Medpace. Il y aura un impact sur l'activité des biotech et donc sur la sollicitation de Medpace et donc sur l'argent généré par Medpace. Donc là, autre contexte économique, on peut se dire que la FDA a aussi le pouvoir soit de durcir
en exigence, soit de simplifier les démarches afin de valider les médicaments pour leur mise sur le marché. Alors là, c'est très difficile de quantifier l'impact, c'est-à-dire que si la FDA durcit les conditions de validation pour la mise sur le marché des médicaments, ça peut tout simplement dire que MedPace sera plus sollicité parce que plus de travaux devront être faits avant qu'un médicament soit validé. Et d'un autre côté, ça peut aussi dire que si les règles sont plus dures, alors à ce moment-là, il y aura une rentabilité et un coût de développement beaucoup plus fort, ce qui pourrait éventuellement réduire les ardeurs en R&D vis-à-vis des biotech et donc réduire la sollicitation de MedPace et donc réduire son chiffre d'affaires. Tout ça, c'est très difficile à quantifier, mais ce qu'il faut savoir, tout simplement, c'est que ce sont des choses qui peuvent se produire. Alors donc, pour conclure sur tout ça, moi, je pense que MedPace est une entreprise qui est magnifique. Mais il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé parce que ça ne repose pas sur des faits. En tant qu'investisseur, on se doit d'avoir parfois quelques convictions qui sont parfois basées non pas sur des faits, mais sur justement des convictions, plutôt une vision du monde qui nous est propre parfois. Et moi, j'ai cette conviction qu'il y a plusieurs secteurs qui sont potentiellement porteurs pour l'avenir et pour lequel il y aurait éventuellement énormément de valeur de créer. Moi, mes convictions, ce sont donc la tech, qui est actuellement surévaluée, et toujours surévaluée malgré les baisses actuelles. Et j'ai aussi le secteur médical et pharmaceutique, que je porte beaucoup dans mon cœur, tout simplement parce que je suis absolument persuadé qu'il y a une capacité de faire de gros progrès, et que les entreprises peuvent avoir une grosse valeur ajoutée sur le développement de nouveaux médicaments et de nouveaux matériels médicaux. MedPace, certes, c'est une entreprise qui peut... Voilà, donc il y a quelques risques, toutefois, quelques risques associés à la réglementation, des risques notamment associés au fait que le médical, c'est parfois un secteur qui pourrait être associé à du régalien. Il y a une notion d'éthique aussi. Donc, qui dit régalien et éthique dit intervention de l'homme, intervention de l'État, pour faire tout simplement office de garde-fou et éviter que ça parte dans tous les sens. Parce qu'on touche parfois à l'intégrité humaine, sur les essais cliniques qui sont engagés par MedPace. Non seulement sur les essais cliniques engagés par MedPace, mais aussi sur la vente de médicaments à des personnes qui sont potentiellement mourantes. Et donc, il y aura, de la part du gouvernement américain, toujours une pression sur les prix et sur les coûts de développement des médicaments et donc les coûts finaux des médicaments. Pour moi, MedPace, d'après les fondamentaux qu'on a vus, c'est une entreprise qui est très bien gérée. Donc, c'est une entreprise qui a une croissance organique, donc c'est-à-dire qu'elle ne contracte pas de dette et elle se sert uniquement des fonds qu'elle génère à travers son business pour pouvoir développer son activité. Ce qui fait que pour un investisseur long terme, le risque est très faible si l'entreprise est achetée à bon prix. Donc, il n'y a pas de risque de défaut dans l'immédiat. Il y a toutefois quelques risques à surveiller. Je les ai listés, j'espère que vous les avez notés si vous souhaitez investir dans cette société. Et pour ma part, j'annonce que j'ai tout juste aujourd'hui fait l'acquisition pour l'équivalent d'à peu près d'un petit peu plus de 7 000 $ d'actions de cette société. Et donc c'est avec plaisir et avec transparence que je débrieferai de cette performance et de l'évolution de cette société au cours du temps. Je pense que cette vidéo arrive à son terme. J'ai été un petit peu plus structuré cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu et que je vous aurai appris quelques petites choses. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like si jamais j'ai pu apporter une plus-value à votre propre analyse de cette société. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!